Le Venezuela est à la croisée des chemins. Le pays est ravagé par la crise et l'inflation est incroyablement élevée. Mais le pire, c'est que le pays est divisé. Pour l'opposition, le Parti socialiste uni du Venezuela, le parti d'Hugo Chavez, a dégradé les institutions démocratiques et mal géré son économie depuis qu'il est au pouvoir. Les pro-Chavez, quant à eux, accusent l'opposition d'être élitiste et d'exploiter les pauvres pour rendre les riches encore plus riches. Ils affirment que les leaders de l'opposition sont à la solde des États-Unis, un pays avec lequel le Venezuela entretient des relations complexes. Après des mois de crise et plus de 120 morts dans les rues, les leaders de l'opposition ont invité la population à voter pour les gouverneurs. Une fois encore, le camp de Chavez a gagné. Une fois encore, il y a eu des accusations de fraude et le peuple a montré qu'il n'avait plus confiance dans les politiques. C'est dans ce contexte que l'opposition démocratique et les prisonniers politiques du Venezuela ont remporté le prix Sakharov pour les droits de l'homme. Pour comprendre ce que veut l'opposition, j'ai rencontré ce membre d'une coalition politique fondée en 2010 qui comprend les plus importants partis d'opposition. Monsieur Abeledo, quelle est la situation des droits de l'homme dans le pays? Les abus augmentent, pas seulement concernant la liberté d'expression, mais aussi concernant le droit de la santé, qui est un autre droit fondamental. Ce rapport de l'Assemblée nationale en dit long. On voit ici comme les meurtres ont augmenté. Il y a beaucoup de problèmes différents de violation des droits de l'homme dans ce pays et tous sont en augmentation. Quel est le sens du prix Sakharov pour l'opposition vénézuélienne? Il représente beaucoup pour nous et pour les Vénézuéliens. Le prix Sakharov existe depuis 1988. Quand on regarde les lauréats, on voit bien que ce sont tous des défenseurs des droits de l'homme et des libertés sociales. Et seulement 5 latino-américains ont été récompensés. Cela montre bien quelle est la préoccupation de l'Europe sur la situation au Venezuela. Mais je voudrais aussi souligner que c'est la toute première fois dans l'histoire du prix qu'une institution publique est récompensée. Il y a déjà eu des organisations non gouvernementales, des personnes, des organes de presse, mais jamais d'instances publiques. C'est très important parce que cela montre bien que dans l'État vénézuélien existe une lutte entre ceux qui protègent la Constitution, les droits de l'homme et la liberté, et ceux qui l'attaquent. Et cela illustre bien la lutte des Vénézuéliens pour leur liberté. Ces derniers jours, le gouvernement vénézuélien a déclaré qu'il n'y aurait pas de dialogue si Washington ne levait pas les sanctions. Quel est le rapport entre les sanctions américaines et le dialogue au Venezuela? Ça n'a rien à voir. Le gouvernement, comme ça s'est passé avec d'autres dictatures, ne veut pas reconnaître qu'il existe une confrontation entre le pouvoir et le peuple, mais entre le Venezuela et d'autres pays. Parce que le Venezuela doit respecter les lois internationales, respecter par exemple les droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des sanctions contre le gouvernement vénézuélien. Les chavistes veulent montrer que ces sanctions sont contre le peuple vénézuélien. Ils doivent prendre la responsabilité de leur non-respect des droits de l'homme. Les sanctions sont contre des fonctionnaires, des membres du gouvernement. Le gouvernement essaye de se cacher derrière le drapeau national pour brouiller les pistes et les responsabilités. Les membres du gouvernement veulent mélanger leurs intérêts personnels avec ceux du peuple vénézuélien. C'est une vieille ruse de dictateur. Croyez-vous qu'une amnistie politique pour certains chavistes aiderait à débuter un vrai dialogue et une transition démocratique?
y una transición democrática? Nous devons tenir compte de chaque possibilité politique relative aux droits de l'homme ou diplomatique. Nous devons tout exploiter pour trouver une solution, car le plus important, c'est de soulager la souffrance du peuple vénézuélien. Certains pensent qu'une invasion ou une guerre civile serait la solution. Cela aggraverait la situation. Utiliser la force ne résout rien, mais laisse de plus profondes blessures. Et l'usage de la force par le gouvernement, c'est précisément ce pourquoi les Vénézuéliens souffrent tant. C'est pourquoi nous devons regarder les solutions qu'offrent les politiques et la loi. Si nous parvenons au changement dont nous avons besoin et à cette transition politique grâce à des moyens pacifiques, et de la manière la moins traumatisante possible, ça serait une aide et un avantage. Profesor Avelledo, gracias. Gracias a ustedes. Sí, soy Alberto. Sí, en una media hora. Sí, sí, está bien. Le gouvernement vénézuélien ne reconnaît pas l'existence même des prisonniers politiques dans son pays. Ceux qui sont en prison pour raisons politiques ou pour désobéissance civile sont accusés de terrorisme. Les défendre peut s'avérer extrêmement dangereux, avec des conséquences graves sur la vie privée et la carrière de leurs avocats. Le régime chaviste veut briser l'opposition, mais la crise est si dramatique dans le pays qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens n'ont plus peur de soutenir les opposants et les prisonniers politiques. Pour mieux comprendre la situation, j'ai rencontré Gonzalo Imiob, le fondateur de Foro Penal, un groupe d'avocats et de bénévoles qui représentent des prisonniers politiques. Profesor, ¿cuántos son los presos políticos en Venezuela? Fin novembre, cette ONG estimait à 299 le nombre de prisonniers politiques au Venezuela. Dans un communiqué publié lors de la remise du prix Sakharov fin octobre, le Parlement européen a indiqué pour sa part, je cite, « Depuis le début de l'année, plus d'une centaine de personnes ont été assassinées dans des manifestations, la plupart étant des rassemblements anti-gouvernementaux, et plus de 500 ont été emprisonnés arbitrairement dans le pays. » Quel est le profil d'un prisonnier politique selon Foro Penal? Comment le définir? La première catégorie, ce sont les personnes qui, en tant qu'individus, deviennent les victimes d'un processus de criminalisation orchestré par le gouvernement. L'objectif étant qu'elles puissent être neutralisées en tant que potentiels leaders politiques et acteurs de la mobilisation sociale. Les prisonniers les plus célèbres en font partie, comme Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos. Ce sont des gens qui, au niveau individuel, peuvent déstabiliser la structure du pouvoir actuel. Et c'est pour cela que les autorités tentent de les faire taire. Eux font partie de la première catégorie. Le deuxième groupe, ce sont les personnes qui ne sont peut-être pas connues en tant qu'individus, mais qui représentent quelque chose, une institution par exemple. Elles peuvent appartenir à des groupes spécifiques que le pouvoir veut empêcher d'agir. Ce sont par exemple des étudiants, des journalistes ou des juges. Je voudrais plus particulièrement parler de María Lourdes Afiuni. María Lourdes Afiuni est l'un des cas les plus emblématiques. Elle a été arrêtée non pas pour ce qu'elle aurait fait à son niveau, mais pour envoyer un message à ceux qui occupaient la même fonction qu'elle, à savoir les juges. Ce qui veut dire que dès que vous luttez contre le pouvoir, on peut vous mettre la main dessus. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les prisonniers à des fins de propagande. À chaque fois que les autorités veulent justifier leur propre discours officiel, une vérité officielle entre guillemets, sur quelque chose qui est en train de se passer à l'échelle du pays, elles font de ces individus des criminels pour cibler un groupe particulier d'individus dans l'idée de diffuser et de renforcer leur propagande. Je vous donne un exemple. Quand le gouvernement affirme que nous sommes dans une guerre économique, il arrête des trafiquants de drogue ou un groupe spécifique de trafiquants de drogue. Tout ça pour montrer que ce sont eux les responsables de la crise économique et pas lui. Le régime chaviste va faire assumer sa propre responsabilité à ces gens-là. Cela se produit très souvent avec les promoteurs immobiliers, les banquiers et les agents de change.
Cela concerne aussi les médecins, les pharmaciens et même les boulangers. Quand nos dirigeants ont dit qu'il n'y avait plus de pain parce que nous étions dans une guerre du pain, ils accusaient les boulangers de cacher de la farine. Donc ils ont fait arrêter de nombreux boulangers dans le but de justifier leur propre discours et d'affirmer que c'était eux les méchants. Le gouvernement s'est donc arrangé pour ne pas assumer la responsabilité de cette crise économique. C'est ainsi qu'on peut résumer ces trois catégories de prisonniers politiques. Il y a une question que je voudrais vous poser. Évidemment, tous les prisonniers politiques veulent être libres. Ce qu'a fait Antonio Ledezma en fuyant le Venezuela est-il négatif selon votre ONG? Écoutez, de manière générale, quand vous êtes un prisonnier politique, que vous êtes détenu et que vous échappez à la justice sans faire usage de violence contre des personnes ou des biens, ce n'est pas vu comme une mauvaise chose au Venezuela. C'est en quelque sorte accepté. Mais à chaque fois que cela se produit, nous sommes très inquiets pour ceux qui restent en prison. Il faut voir les prisonniers politiques comme des otages. Quand il y en a un qui s'échappe, ce n'est pas lui qui en subit les conséquences directes, c'est celui qui ne s'est pas enfui. Et c'est ce qui se passe avec Leopoldo López et Daniel Ceballos. On a accru les mesures restrictives à leur encontre. On leur a mis des bracelets électroniques. Ils peuvent recevoir moins de visites. C'est pour cela que nous sommes inquiets quand quelqu'un échappe à la justice. Cela nous complique aussi les choses quand nous, en tant qu'avocats, nous voulons convaincre les juges d'assouplir les mesures qui visent nos clients en prison, comme de leur accorder une libération conditionnelle. Pourquoi? Parce que les juges peuvent dire « Si je vous mets en liberté conditionnelle, vous allez vous enfuir, et ça ne me va pas. » Le gouvernement veut utiliser les prisonniers comme objet de marchandage. Donc la situation est pire pour nous. Mais je dois reconnaître que quand vous êtes un prisonnier, et par-dessus tout un prisonnier politique, vous avez le droit d'essayer de vous échapper, de retrouver la liberté. Gonzalo Imiob m'a conseillé de rencontrer Scarlyn Duarte, une jeune femme qui a passé presque 3 ans en prison pour des tweets contre la politique de Chavez. Elle avait tout juste 22 ans quand elle a été arrêtée. Son père est mort pendant sa détention et le juge ne l'a pas laissé sortir pour se rendre aux funérailles. Je veux la rencontrer pour comprendre à quel point il est risqué de s'exprimer contre le pouvoir. Je me suis rendu chez elle et elle m'a parlé de l'absurdité de sa situation. Que s'est-il passé le jour de votre libération? C'était comme une renaissance. C'était comme une renaissance parce que la liberté n'a pas de prix. Personne ne peut comprendre ce qu'elle vaut tant qu'il ne l'a pas perdue. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir pu embrasser mon père. Il a tellement lutté pour moi et il est mort quand j'étais en prison. C'est très dur parce que je sentais qu'il était inaccessible. Votre père est mort et vous n'avez pas pu vous rendre à son enterrement? Oui, j'étais en prison quand mon papa est mort. Je ne pouvais pas le voir. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? En 2014, j'ai écrit des tweets sur des personnalités politiques et le gouvernement n'a pas apprécié. Plus tard, environ 6 mois plus tard, 10 officiers et les services secrets sont venus chez moi pour un contrôle. Ils avaient un mandat et cherchaient ma maison. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Ces tweets étaient anciens. Ils cherchaient des ordinateurs et ils m'ont dit que je devais venir avec eux parce qu'ils voulaient m'interroger. Je suis partie avec eux vers 3h30 de l'après-midi
Et quand on est arrivé, ils ont commencé à m'interroger, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Après un moment, j'ai compris pourquoi j'étais là. Ils ont commencé à me poser des questions, mais je rejetais toutes les accusations. Et ensuite, il a commencé à faire nuit. Ils m'ont dit que mes parents m'attendaient dehors. Ils m'ont posé des tonnes de questions. Je ne me souviens pas quoi exactement. J'ai tout contesté. Ils m'ont laissé partir, mais ils m'ont dit qu'ils devaient continuer leur enquête. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Et un mois plus tard, ils ont sonné à la porte et m'ont demandé d'aller au commissariat de police pour récupérer les affaires qu'ils avaient prises la première fois. Je me suis dit qu'ils allaient me rendre mes affaires, donc j'y suis allée. Et ils ont alors commencé à me poser d'autres questions sur les tweets. Je leur ai demandé pourquoi j'étais là, si j'étais bien ici pour récupérer mes affaires, ce qu'il se passait. J'ai bien vu qu'ils n'avaient pas l'intention de me rendre mes affaires. J'ai compris que c'était un piège et qu'ils voulaient m'arrêter. Vous étiez accusé de quoi? J'étais accusée d'espionnage informatique, de sabotage, d'incitation à la haine et d'outrage sur des fonctionnaires de l'État. Voilà les 4 choses pour lesquelles j'étais accusée. Et quelle fut la peine pour ça? Ils ont décalé mon procès 27 fois. Je n'ai jamais eu d'audience préliminaire. Mais vous avez été reconnu coupable? Non, jusqu'à aujourd'hui, je me suis présentée, mais ils continuent de programmer des audiences pour que je puisse y assister. Pouvez-vous nous montrer des photos de la campagne publique organisée par vos amis à l'extérieur de la prison? Oui, bien sûr. Voilà des photos des campagnes organisées pendant ma détention. Ces photos ont permis de rendre publique ma situation dans le monde. Vous êtes une citoyenne normale. Que pensez-vous du dialogue entre l'opposition et le gouvernement en ce moment? Je pense que ce dialogue ne sert à rien, parce que le gouvernement veut s'imposer toujours, et je crois qu'il n'y aura aucun accord. Parce que le gouvernement veut toujours imposer sa vision des choses. Ça ne vaut pas la peine de parler de quelque chose qui n'apporte aucun résultat. Scarlett Duarte, gracias. Le pays est divisé entre une minorité gouvernementale et la majeure partie de la population qui demande un changement. Mais le Venezuela est aussi un pays riche qui attire de nombreux investisseurs étrangers. Le gouvernement a reporté le dialogue pour gérer les protestations et personne ne peut dire aujourd'hui où cela conduira le Venezuela.